de l'eau qui sort du robinet vers les égouts, la logique, ce serait plutôt que tu te démarres. Mais On commence pas par battre. ça. On peut contester la gravité, il n'y a pas de souci. Oui, alors, bon, donc, bonsoir. Moi, effectivement, je vais vous parler un petit peu de l'eau qui sort des habitations ou des entreprises qui rejoignent les réseaux d'égouts, puisque le Conseil général des Hauts-de-Seine ne s'occupe, comme Pierre l'a signalé, pas toi cette fois, comme Pierre l'a signalé, le Conseil général s'occupe des réseaux d'assainissement via un réseau départemental d'environ 600 km, avec une petite partie de réseau non visitable et une bonne partie de réseau visitable. Donc il s'agit effectivement de collecter dans la logique et que les communes ont des réseaux communaux qui débouchent dans des tuyaux qui sont des tuyaux départementaux, donc plus grands, hein. Et puis ensuite, les tuyaux départementaux débouchent, les émissaires débouchent dans les émissaires du SIAP, qui est la grosse structure qui gère, là, cette fois-ci, les énormes volumes d'eau qui partent en direction de la station d'épuration d'Achères, essentiellement, qui est une énorme station qui gère, alors je suis désolé, j'ai oublié les chiffres, donc je n'ai pas pris mon anti-sèche, en tout cas un volume absolument considérable d'eau usée. Les eaux usées étant en fait un terme un peu générique, il n'y a pas dans les eaux des égouts que des eaux usées qui sortent des habitations, mais il y a en fait énormément d'eau qui n'ont rien à y faire, à peu près 40%, et on le sait assez peu, 40% de l'eau qui se trouve dans les égouts n'a rien à y faire, c'est en fait de l'eau qui rentre depuis les nappes phréatiques ou depuis des espaces humides dans les égouts et se retrouve ensuite dans les stations d'épuration, alors que si les tuyaux étaient parfaitement étanches, eh bien, il n'y aurait pas cette arrivée d'eau claire dans les égouts, ce qui donne donc un volume finalement bien supérieur à ce que nous devrions traiter dans la station d'épuration si les réseaux étaient bien entretenus. Alors ça, c'est de l'aspect les eaux claires qui rentrent dans les égouts. Il y a un autre effet négatif à ne pas entretenir convenablement le réseau d'égouts, c'est qu'il y a aussi l'autre sens, c'est-à-dire des eaux qui sont sales, voire polluées, hein, avec des produits toxiques, et qui, du fait des fuites, eh ben, cette fois-ci rentrent dans les nappes phréatiques, donc ce qui pose un autre problème. Donc en fait, suivant les endroits, il y a des entrées et des sorties qui sont problématiques pour une bonne gestion du réseau. Alors un des gros apports en eau dans les réseaux d'assainissement municipaux et départementaux, puis ensuite dans le réseau du SIAP, ce sont les eaux de pluie. Il y a effectivement une partie un peu régulière d'eau usée des ménages ou des entreprises qui forment un débit, alors effectivement avec des heures de pointe, mais enfin quelque chose d'assez régulier et finalement d'assez bien maîtrisé par le système en place. Il y a complémentairement à cela toute une problématique de gestion des eaux de pluie qui, lorsqu'elles arrivent par grand volume, en l'occurrence en cas d'orage, pose énormément de problèmes et détériore en fait les réseaux. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en fait l'imperméabilisation des sols, la densité urbaine fait que lorsqu'un orage s'abat sur une zone, très très vite l'ensemble des eaux de pluie ruissellent et filent à l'égout. On observe assez rapidement une saturation complète des tuyaux et une mise en pression en fait, des ouvrages qui crée une détérioration assez forte. La pression est assez importante et en fait donc fait exploser les réseaux qui sont en mauvais état, les joints qui ne sont pas complètement bien traités, et ensuite ça détériore vraiment de manière très considérable l'environnement du réseau lui-même. Donc on se retrouve avec en fait des pluies d'orage qui créent une détérioration assez massive des réseaux d'assainissement. Voilà pourquoi en fait depuis un certain temps donc le Conseil général s'occupe de ce dossier et voilà pourquoi moi je suis intervenu à plusieurs reprises pour demander à ce que l'entretien des réseaux d'assainissement soit supérieur à ce qu'il n'est aujourd'hui. Je rappelais les 600 km de réseaux, de linéaires de réseaux à traiter. On estime qu'il faut refaire le réseau tous les 60 ans. Alors ça c'est un chiffre un petit peu au doigt mouillé, puisqu'il faut bien donner une idée en fait moyenne de la moyenne avec laquelle on rénove ce réseau. Enfin on est aux alentours de 50-60 ans.
ce qui donne pour 600 km, c'est assez facile, hein, ça fait à peu près 10 km par an. La moyenne actuelle gérée et donc rénovée par le Conseil général est de 3 km, voire moins, ce qui vous donne quand même une idée. On est effectivement donc pas du tout on est sur un tiers de ce qu'il faudrait faire, donc on ne rénove pas du tout sur 60 ans, mais plutôt sur 200 ans ou 180 ans, donc on est vraiment très en dessous de ce qu'il faudrait faire. Alors c'est vrai que ce sont des travaux extrêmement coûteux, hein. Comme les routes, ce sont des ouvrages qui sont importants, c'est des volumes, du matériel, de l'investissement qui est assez considérable, mais néanmoins, pour les raisons que j'ai rappelées, dans la mesure où on conserve ce système d'acheminement vers une station d'exploration, il faut absolument investir convenablement pour entretenir ce réseau. Ça n'est malheureusement pas fait aujourd'hui, ça n'était pas suffisamment du temps de Charles Pasqua, ça ne l'a pas été du temps de Nicolas Sarkozy, président du Conseil général, et ça ne l'est pas aujourd'hui du temps de Patrick Devedjian, parce que très honnêtement, effectivement c'est un sujet qui ne les passionne absolument pas. C'est quelque chose qui est enterré, caché, donc vous imaginez bien que même par rapport à une route qui quand même donne un aspect esthétique que je ne... pour lequel je ne donnerai pas mon avis, mais en tout cas, le réseau d'assainissement est tout à fait négligé. Alors ça, vraiment, ça pose un problème du fait donc du manque d'investissement. Sachant que, au terme d'entretien, je précise que donc, le réseau est géré finalement à moitié en direct pour des petits travaux, pour les réseaux qui sont les plus modestes, et les gros tubes, entre guillemets, sont gérés par une société privée, hein, qui est une délégation pour entretenir l'ensemble de ce réseau, pour une durée signée, donc il y a, alors j'ai oublié la date, mais enfin c'est sur une durée de 30 ans. Donc, qui a été choisi? Eh bien, alors, on a certainement fait une mise en concurrence tout à fait intéressante, puisqu'en fait, c'est une société qui regroupait Général des Eaux et Lyonnaise des Eaux. Donc, comme ça, chacun partageait ce gruyère, parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, bien que, comme je l'ai dit, les réseaux sont insuffisamment entretenus, eh bien, cette société, qui est la Cevesc, hein, génère chaque année plusieurs millions d'euros de bénéfices, alors qu'on constate qu'on n'investit pas assez pour rénover les réseaux, ce qui dit bien à quel point l'investissement, enfin en tout cas la délégation vers des sociétés privées a un intérêt pour la collectivité tout à fait limité. Il est bien évident que ces millions d'euros qui vont dans les poches des actionnaires de Veolia et puis Suez seraient bien mieux utilisés à rénover les réseaux, ce qui effectivement est l'objectif initial. Alors, le contrat, voilà, j'allais y venir, le contrat a subi quelques petites modifications, mais en fait, effectivement, il y avait des clauses qui faisaient qu'il y avait une impossibilité de renégocier les bénéfices, etc. Enfin, c'était ficelé comme savent le faire les brillants avocats de ces sociétés privées. Donc, on était pieds et poings liés jusqu'à ce que l'Europe décide de dire que 30 ans, c'était trop long et que c'était quand même anormal et que la durée maximum serait maintenant de 20 ans. Donc, ce qui amenait à au départ, on devait donc en avoir encore pour 13 ans. Là, il se trouve que d'ici 2-3 ans, on devra effectivement, enfin, le contrat arrive à échéance, ce qui est intéressant parce qu'on va pouvoir enfin rediscuter d'une possibilité de gestion en régie directe. Alors, ça ne veut pas dire de faire tous les travaux avec des fonctionnaires publics, mais au moins, ça veut dire de contrôler les opérations qui sont mises en place, faire appel à des sociétés privées peut-être pour des travaux spécialisés, mais en tout cas certainement pas de laisser les clés et les bénéfices à une société privée unique. Alors, le deuxième point qui a été décidé, imposé par l'Europe finalement, c'est de dire que cette espèce d'entente entre Général des Eaux, Lyonnaise des Eaux, qui est devenue Veolia, sous ton contrôle, hein, Veolia et Suez, voilà, ça ne marchait pas. Enfin, dans une logique de mise en concurrence, une société qui représente à la fois les deux opérateurs majeurs ne pouvait pas présenter quand même toutes les qualités en matière de mise en concurrence. Et donc il fallait décroiser les dossiers, il fallait que ce genre d'entente cesse. Et donc en fait c'est Suez qui a repris l'intégralité de cette gestion. Donc ça c'est un point qui est dans notre programme, qui est de dire que nous ne souhaitons plus que les sociétés privées sous cette forme-là, c'est-à-dire on est encore une fois une délégation totale avec impossibilité de contrôler
les bénéfices que ces sociétés font par rapport aux dépenses qu'elles font, nous contestons effectivement cette démarche et nous souhaitons que le moment venu, c'est-à-dire d'ici 2-3 ans, et donc avant, en matière de préparation de ce changement, nous travaillons à une reprise en régie directe de la gestion du réseau d'assainissement. Puis je vais peut-être juste, pour ne pas être trop long, rajouter un point qui est quand même essentiel. Donc là, je reviens sur l'aspect gestion des eaux pluviales, sur lequel le Conseil général n'intervient pas suffisamment. On s'aperçoit qu'une des démarches qui est vraiment essentielle est de faire en sorte que l'eau de pluie ne parte pas immédiatement dans les réseaux, parce que, comme je l'ai expliqué, ça les détériore. Donc moi je me suis vraiment beaucoup battu depuis 10 ans déjà maintenant, et donc j'ai obtenu il y a quand même quelques années le fait que le Conseil général puisse se réorienter et donner quelques aides aux communes ou communautés d'agglomération, je crois que ça a été étendu, qui travaillent à une gestion de l'eau pluviale à la parcelle. L'idée étant toute simple, c'est que la goutte d'eau qui tombe à un endroit, elle doit rentrer dans le sol, ou en tout cas elle ne doit pas partir immédiatement dans l'égout. Donc c'est très facile lorsque vous avez une pelouse ou un stade. Dans des zones comme les nôtres, où effectivement on cherche parfois le brin d'herbe et la terre végétale, la pleine terre, eh bien on se trouve dans des conditions où on ne peut plus faire de l'infiltration directe. Dans ce cas, il faut effectivement travailler à d'autres systèmes, soit collecter l'eau de pluie au pied des immeubles ou des bâtiments, et au moins stocker l'eau d'une façon temporaire dans une citerne pour la relâcher lentement. Une fois que l'orage est passé, en gros on stocke pendant que l'orage est présent, le niveau monte dans la citerne, et puis ensuite ce sera relâché tout doucement, mais ce qui fait que ça n'aura pas cet effet de trombe et de mise en pression des réseaux. Donc là, j'ai obtenu que le Conseil général fournisse des aides à hauteur de 30% de l'investissement pour créer ces citernes de stockage temporaire. Il y a aussi évidemment la logique d'aller plus loin, c'est-à-dire de dire cette eau finalement, elle peut être, d'accord, on la stocke et on l'envoie doucement, mais on la renvoie quand même en termes de volume. Finalement, on a quand même trop d'eau qui part à Cher, alors que c'est de l'eau qui n'est pas sale et qui n'a pas besoin d'être dépolluée. Donc la deuxième démarche, c'est d'augmenter le pourcentage de l'aide lorsqu'on a une logique de stockage et d'infiltration à la parcelle, c'est-à-dire effectivement que l'eau du coup arrive dans un espace et va être absorbée lentement dans le sol, soit par la simple arrivée sur une surface de pleine terre, soit sous forme de puits drainants. On a des techniques qui permettent effectivement de créer des puits qui vont ensuite, dans lesquels l'eau va s'infiltrer progressivement. La troisième démarche, c'est de dire que puisque cette eau est là et qu'on considère que c'est un bien précieux, eh bien, aidons aussi les communes qui veulent utiliser cette eau de pluie plutôt que d'ouvrir de l'eau du robinet pour aller nettoyer les trottoirs, ce qui est complètement idiot, puisqu'on a une logique d'eau très très propre et de très bonne qualité qui coûte très cher à produire pour un usage qui ne le nécessite pas. Donc là aussi, j'ai réussi à obtenir du Conseil général, mais de manière insuffisante encore, une aide pour que l'utilisation de l'eau pluviale soit possible. On voit d'ailleurs que le règlement a évolué, puisqu'on peut aujourd'hui non seulement faire de l'arrosage avec du stockage d'eau pluviale, mais aussi le réinjecter dans les toilettes des collèges, enfin voilà, tous les usages où il n'y a pas vraiment besoin d'une eau absolument potable. Là, le département est vraiment en retard de ce point de vue en matière de réutilisation de cette eau. Je précise aussi, comme d'autres sujets sur lesquels les Verts interviennent, il y a vraiment un intérêt en termes d'emploi. C'est-à-dire que si on s'emparait de ce secteur pour réutiliser au mieux l'eau pluviale dans les habitations, dans les collèges que gère le Conseil général, on pourrait aussi créer une nouvelle filière, une nouvelle activité économique tout à fait durable et intéressante, parce qu'on évite de rejeter de l'eau et d'aller la traiter plus loin. On utilise de l'eau de pluie, donc on n'a pas d'eau à produire, de l'eau potable à produire, et donc on est dans une logique de circuit court tout à fait positive. Voilà. Et le dernier point, c'est aussi le fait que le Conseil général ne s'intéresse aujourd'hui qu'aux équipements publics. Une école peut être subventionnée pour cette mise en place d'aide, mais il est bien évident qu'en termes de surface, les particuliers représentent finalement sur l'ensemble du territoire un volume de rejet d'eau de pluie tout à fait considérable. Et que si on n'a pas cette démarche également en direction des particuliers,
ce qui est évidemment plus dur à traiter, hein, puisque c'est une somme très importante de petits producteurs, mais la somme de ces petits producteurs correspond à un énorme volume d'eau qu'il faut aussi traiter. Là aussi, il y a des gisements d'emploi pour ces adaptations et cette réutilisation de l'eau pluviale, et c'est effectivement aussi dans ce domaine qu'il faut améliorer les choses.